Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour le top 25 des meilleurs films James Bond avec la troisième partie, du numéro 18 au 16. Tuer n'est pas joué ou The Living Daylight est le premier film de Timothy Dalton en James Bond. Cette fois-ci, James doit faire face à un trafiquant d'armes et aux Russes, mais à travers un scénario plus réaliste, sans gadget à dodo ou cascade improbable. Mais pur espionnage et suspense. Un scénario justement tellement compliqué et tarabiscoté, d'ailleurs quasiment impossible à résumer, que l'on s'y perd. En effet, il a beau commencer comme une histoire d'espionnage, d'ailleurs repris de la nouvelle éponyme, à la fin on se retrouve en guerre d'Afghanistan et on a un combat final ridicule avec des pistolets gadgets. Le film est également trop long, car il contient à certains moments peu utiles et ennuyeux. Malgré ses défauts, le scénario globalement réaliste rend le film assez original de la saga et fonctionne très bien. La scène d'introduction est réussie et bien pensée. La présentation de Timothy Dalton est optimale et montre que ce James Bond sera bien plus physique qu'avant, mais aussi charmeur et sympathique. Cara Lovey est un personnage bien développé, même si elle ne brille pas par son originalité. Les méchants quant à eux sont moins bien réussis, Brad Whittaker est ridicule et tout sauf effrayant, et Koskov est moyen. Heureusement, leur homme de main est tout comme il faut, froid et impitoyable. Les scènes d'action cette fois assez peu présentes sont tout de même réussies et impressionnantes. Le dernier thème de John Barry pour un James Bond est mémorable et la musique de A un bonheur. Malgré ses idées de retourner aux origines, la guerre froide, le film se perd et nous offre au final un James Bond sympathique mais qui gâche son potentiel. Spectre 24e James Bond s'est pris un revers cinglant des critiques comme des spectateurs. Mais est-il si mauvais qu'on ne le prétend ? Après avoir découvert une mystérieuse organisation du nom de Spectre, 007 se met en tête de la traquer, mais l'affaire va se dévoiler beaucoup plus personnelle que prévu. Le film se divise globalement en deux parties. La première est très réussie et reprend tous les codes de James Bond qu'on avait un peu perdu dans Skyfall et associe astucieusement action et histoire. La deuxième partie, quant à elle, se prend les pieds dans le tapis en détruisant le mythe construit en première partie et en nous donnant des scènes d'action plutôt fades. Donc le scénario est plutôt bien écrit pour le début mais change de ton au milieu du film pour un côté plus sombre, assez décevant. Les scènes d'action sont pour la plupart superbes, originales et impressionnantes. On retrouve au début du film vraiment l'ambiance Bond, de l'action, des endroits exotiques et un James charmeur mais froid. La musique reprend aussi beaucoup le thème originel et quelques consonances des années 60. Mais abordons le réel défaut du film, Blofeld. Il est d'abord bien introduit en méchant mystérieux et charismatique, mais finit le film de manière assez pauvre, avec des plans tordus et des mises à mort illogiques. Du côté des acteurs, Daniel Craig est toujours aussi excellent, et assez doux et bien, et Christophe Waltz nous offre une interprétation de Blofeld originale, mais qui peut en rebuter certains. Le film aurait pu être un James Bond parfait s'il ne s'était pas égaré en cours de route. Opération Tonnerre est le quatrième James Bond de la saga. James Bond se confronte ici à Émile Largo, numéro 2 de l'organisation Spectre, qui a dérobé des bombes nucléaires et veut les échanger contre une grosse somme d'argent, sinon il fera exploser une ville anglaise ou américaine. Ce James Bond se distingue surtout pour ses scènes sous-marines, très bien réalisées. On marquera notamment là le temps de bataille finale. Du côté des acteurs, on peut comme d'habitude admirer la performance de Sean Connery, le méchant quant à lui est intéressant. Le retour de Terence Young au scénario nous ramène à une intrigue lente et méthodique mais non pas ennuyeuse. Il nous offre aussi une réalisation plus perfectionnée par rapport à ses deux précédents opus. La bande-son est quant à elle assurée par Tom Jones qui nous livre un joli thème et évidemment John Barry, fidèle à lui-même, toujours excellent. Ce film, contrairement aux anciens, est un peu plus drôle, exagéré et très sympathique.